Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes dans le 19h sur Monaco Info, voici les titres de l'actualité. Les soldes d'été se sont terminés ce week-end alors qu'il y a beaucoup de monde en principauté. Ces soldes ont-elles été à la hauteur des espérances des commerçants? Alexandre Pasta, le président de l'Union des commerçants et artisans de Monaco, se fera l'écho des témoignages qu'il a reçus. Il sera sur notre antenne dans quelques instants. Régulièrement sur Monaco Info, nous vous faisons découvrir des métiers souvent méconnus mais qui sont indispensables dans notre vie quotidienne. Aujourd'hui, rencontre avec un agent portuaire. L'exposition Santo Sospir se poursuit à la Villa Saubert. On y découvre l'incroyable univers de Jean Cocteau, aussi original qu'inattendu. Reportage à suivre. Comment profiter au mieux de ses vacances et réussir à ne pas s'encombrer l'esprit? Maïté Tranzer est psychologue, elle nous donnera les clés pour des vacances réussies et nous parlera notamment du fameux syndrome de la valise trop pleine. Et pour finir, rencontre avec Patrice Woolley, un artiste monégasque aux multiples facettes qui vient de sortir un roman. Les soldes se sont donc achevés ce samedi en principauté. Le bilan de ces dernières semble plutôt favorable, même si la concurrence en ligne et celle de la seconde main sont rudes. Alexandre Pasta, président de l'Union des commerçants et artisans de Monaco, nous en dit plus. Bonsoir. Bonsoir. Alors que les soldes d'été se sont achevés ce samedi, les commerçants de la principauté sont-ils satisfaits? Globalement, les soldes se sont bien passés. Nous avons eu un début de solde, on va dire même qui s'est très bien passé. La longueur a fait que sur la fin, on peut imaginer, ça s'est un petit peu émoussé. Mais globalement, c'est une bonne saison de solde. Je crois que les soldes d'hiver avaient été un petit peu plus compliqués. Comment expliquer finalement que les ventes au rabais ne sont plus forcément un vecteur d'achat ? Il y a plusieurs arguments. Le premier, évidemment, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont très sollicités par tous les sites internet. Ils sont sollicités aussi, on va dire, tout le temps par la crise économique. On parle sans arrêt de l'inflation, on parle sans arrêt de tout ça. Donc les soldes, on va dire, arrivent, pas en dernier, mais arrivent pas de façon prioritaire. Mais il y a quand même encore des gens qui attendent parce qu'ils se disent et se demandent s'ils ne vont pas pouvoir faire une bonne affaire au moment de l'ouverture de la date des soldes. Et ça, c'est toujours important. Et on a pu aussi le constater cette année, comme les saisons passées, estivales, où des gens attendent pour pouvoir faire un bon achat. Face à la concurrence en ligne ou même à la seconde main en ligne, quelles sont peut-être les solutions pour toujours rendre attractives les boutiques de la principauté, selon vous ? Alors écoutez, moi, j'ai qu'une solution. Il faut que les commerces soient attrayants. Il faut évidemment que l'attractivité qui se fait dans ces magasins soit toujours chaleureuse, avec une offre intéressante, avec des prix intéressants. Et je pense que l'achat impulsif se fera toujours dans les magasins et pour longtemps encore. Pendant l'été, concernant justement la fréquentation, les Monégasques quittent souvent le territoire pour partir en vacances. Du coup, pendant ces soldes, est-ce que ce sont les touristes qui ont compensé? Voilà, qui a fait les soldes à Monaco cet été? Le début des soldes, il y a encore beaucoup de gens qui travaillent sur Monaco, qui habitent sur Monaco et qui ont participé à ces soldes, qui ont acheté, qui sont allés dans nos boutiques de la principauté. Après, effectivement, pendant tout le mois d'août, ce sont pour la plupart des gens, des touristes, des gens qui sont en balade et qui, sur un petit moment d'achat, envie de dépenser un peu d'argent, sont là et achètent quelque chose en solde. On a pas mal parlé, c'est vrai, du commerce en ligne, de la seconde main. Et c'est vrai que le commerce plus traditionnel doit s'adapter à la pression de ces nouvelles technologies, si je puis dire. Mais ces dernières qui peuvent aussi se montrer indispensables pour le secteur, comme par exemple, je pense à Monaco, l'application Carlo, qui vous amène aussi beaucoup de monde. Carlo a été, depuis maintenant pas mal de temps, un point positif pour tous les commerces de la principauté. Nous avons engagé avec le gouvernement évidemment un partenariat qui a permis de maintenir Carlo et qui va le durer dans le temps, ça va vraiment se développer. Ça a été un plus. Ça a permis à des gens qui peut-être voulaient aller dépenser en dehors de la principauté, de se dire ben non, j'ai du crédit sur ma carte Carlo, et ben je viens le redépenser en principauté. Ça a été un très très bon point.
Et comme je vous disais à l'instant, je suis sûr que ça va continuer dans le temps et ça va se pérenniser. Il va certainement y avoir une amélioration, il va y avoir une évolution, surtout de Carlo, dans les temps à venir. Dernière question, Monsieur Pasta, pour finir, qu'espérez-vous de l'arrière-saison pour les commerces monégasques? L'arrière-saison, de façon traditionnelle, est toujours une bonne période. C'est une autre clientèle, il y a moins de monde, il y a des croisières qui viennent en principauté, qui viennent dépenser, qui viennent profiter du bon temps. Ce n'est pas la même classe d'âge, donc ça permet d'être tout à fait serein pour la période septembre, octobre, voire même maintenant jusqu'à novembre. Je suis très positif. Merci infiniment en tout cas Alexandre Pasta d'avoir fait à nos côtés le bilan des soldes estivales. Merci, à bientôt, bonsoir. Partons à présent à la découverte d'un métier hors norme. Nous avons suivi un agent portuaire durant ses différentes missions quotidiennes. Un reportage de Vanessa Dessy sur des images d'Olivier Bonello. Amené à travailler aussi bien sur la terre ferme qu'en mer, l'agent portuaire assure l'accueil des bateaux, mais il est également le garant de l'application du règlement et de son respect. Les journées commencent très tôt et sont rythmées par de nombreuses missions. Le matin, dès la prise de service, il y a l'ouverture des embarcations de service, c'est-à-dire nettoyage et mettre les clés sur les Zodiacs. Ensuite, il y a une personne qui est dévolue au relevé, c'est-à-dire qui fait le tour du port avec une feuille de pointage. Il pointe tous les bateaux, voir s'il y a des absences, s'il y a des bateaux qui ont été rajoutés. Et vérifier aussi s'il n'y a pas de signe de pollution, si tout va bien au niveau des quais et au niveau des amarres des bateaux. Et après, le reste, c'est amarrage de bateaux et surveillance du plan d'eau. En haute saison, ce ne sont pas moins de 60 mouvements par jour à gérer dans le port de Monaco. Une vingtaine d'agents portuaires coordonnent avec précision ce balai incessant. La spécificité du port monégasque réside dans le fait que rien n'est vraiment figé. Les emplacements sont modulables. Notamment sur le quai de la piscine, on varie les tailles de bateaux. Et donc qui dit taille de bateau dit aussi largeur de bateau. Donc quand on positionne certains navires à une position, le lendemain c'est peut-être un plus petit ou un plus gros. Donc on est obligé de repositionner les navires suivant le cas. On appelle le poste de communication qui appelle le capitaine et qui nous envoie ses marins. C'est vrai qu'à Monaco, on a quand même un service de qualité où notamment on accueille les bateaux avec un Zodiac, on leur tire les corps morts. Donc ça, généralement la clientèle est plutôt satisfaite. De temps en temps, la place ne convient pas forcément, alors on essaie de faire au mieux et si on n'y arrive pas, malheureusement, on n'y arrive pas. Mais généralement, la clientèle est satisfaite. Le métier d'agent portuaire est donc basé sur la polyvalence. Même si l'activité est quelque peu ralentie en saison hivernale, le port de Monaco continue de proposer un service haut de gamme, réputé comme l'un des meilleurs de la Côte d'Azur. Nous poursuivons ce journal avec une exposition qui est toujours à découvrir jusqu'au 15 octobre à la Villa Saubert. Son titre, Santo Sospir. Il s'agit d'une exposition photo de Mauro Restif concernant la villa entièrement repeinte et redécorée par Jean Cocteau dans les années 50. Visite guidée aux côtés de Frédéric Hélion et d'Alban Gingembre. C'est le fruit du travail de deux artistes qui ont eu la chance de vivre à deux époques différentes dans une mythique demeure. De 1950 à 1962, Jean Cocteau réside et décore intégralement la Villa Santo Sospir à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Plus de 55 ans après, l'artiste brésilien Mauro Restif y séjourne une semaine en 2018 et capte l'esprit des lieux avant la fermeture pour restauration. Voilà comment naît l'exposition Santo Sospir, un véritable dialogue entre une série de photographies de Mauro Restif et une sélection de dessins, peintures et tapisseries de Jean Cocteau. And it was an extremely rich experience to be in that house full of art, full of life, full of objects and traces, history. It was quite a privilege. And I was completely taken by it and was able to photograph the house in different light situations, in different times of the day or night. Always being interested in how photography rereads things, you know. So in this case, how it's rereading art, especially Cocteau's work, and then like there is a way to transpose what's on the wall into a photographic surface and then to bring it to another context, like to take it again, like to a museum.
L'exposition Santos Spire est à découvrir jusqu'au 15 octobre à la Villa Sauber. L'exposition Monet est l'un des grands succès de l'été au Grimaldi Forum. La barre des 70 000 entrées a été franchie ce week-end. Aujourd'hui encore en pleine semaine et après le long week-end du 15 août, il y avait beaucoup de visiteurs, tous enchantés par ce qu'ils ont vu. Olivier Bonello et Patricia Navarro les ont rencontrés. C'est beau, hein. Et puis le fait d'avoir réuni tous ces tableaux qui sont dispersés dans le monde entier et puis dans des collections privées, donc on se dit qu'on les reverra peut-être jamais, donc ça vaut vraiment le coup de se déplacer, hein. Franchement magnifique. Je ne suis pas un grand spécialiste de peinture, mais c'est effectivement impressionnant de voir toutes ces œuvres rassemblées dans un même lieu. Je suis Monet depuis longue date, depuis toute petite fille. J'ai découvert grâce à ma maman. Je suis également allée in situ à Giverny à l'époque où le musée était encore français. Je suis très impressionnée par cette magnifique exposition mise en valeur par la ville de Monaco, où il y a l'intégralité de son art, de son œuvre, de son histoire. J'ai trouvé qu'elle était intéressante, complète. J'ai bien aimé le fait qu'on a des époques différentes et puis chaque emplacement a un peu son atmosphère différente. On ne regrette vraiment pas, c'est magnifique. Moi j'avais envie de voir les tableaux de Bordighera, voilà, des tableaux du Cap Martin pour comparer avec ce que je vois dans la réalité. Sur le plan recherche, travail du commissaire, il y a des choses réellement merveilleuses. Personnellement, Monet, c'est un peintre que je connais depuis toute petite. Enfin, ma mère m'a fait découvrir la peinture à travers Monet, donc voir autant de classiques, voir autant de chefs-d'œuvre qu'on connaît par la photo, ouais, c'était très émouvant. Et puis voir cette période Riviera que je connaissais pas du tout, où les couleurs sont vraiment, moi qui me suis installée à Nice récemment, ouais, c'est vraiment l'ambiance, la manière dont je ressens le paysage. Donc ouais, une belle découverte, vraiment très très heureuse d'avoir vu tout ça. Intéressons-nous à présent à une autre exposition. Elle est présentée depuis début juillet au musée océanographique Paul Desmondes-Fragiles. Elle est organisée en partenariat avec l'Institut océanographique et la SNCF. Vous pourrez d'ailleurs la retrouver jusqu'au 5 novembre au musée océanographique et jusqu'au 31 août en gare de Cannes, Marseille, Nice et Paris, gare de Lyon. Son concepteur Greg Lecoeur est un photographe de renom niçois d'origine et artiste engagé de longue date. Derrière cette exposition, il souhaite éveiller les consciences autour du réchauffement climatique. Les on ne sait jamais ou au cas où, chaque vacances, certains emportent bien plus que le nécessaire dans leur valise. Ce comportement peut d'ailleurs en dire long sur une personnalité et les vacances peuvent aussi être polluées par ce que l'on emporte dans notre tête. Alors comment profiter au mieux de ces congés? La réponse avec Maïté Tranzer, psychologue. Bonsoir. Bonsoir. Alors, première question sur ce que l'on peut appeler le syndrome de la valise trop pleine. Qu'est-ce que cela révèle finalement sur la personnalité de toujours surcharger nos valises et d'avoir peur de manquer de quelque chose? Alors cela, on peut en dire long sur l'anxiété de la personne qui a tendance à vouloir anticiper en amont. Donc là, se pose la question de la temporalité. Où est-ce que je me situe? Plutôt dans l'instant présent, plutôt dans le passé ou plutôt dans le futur, à vouloir optimiser, anticiper, ne rien oublier. Et ça pose la question aussi de l'estime de soi. Quelle image je me renvoie par rapport à cette valise, soit trop pleine ou soit manquante. Enfin, il peut y avoir aussi la valise vide, trop vide. Justement, vous parlez de l'instant présent. Pour profiter de ces vacances, faut-il être absolument ancré sur le moment pour passer de bons congés? Alors c'est mieux effectivement de pouvoir lâcher prise, se centrer sur soi, se poser la question de ses besoins, de quoi j'ai besoin. Peut-être plutôt privilégier le j'ai envie plutôt que le il faut, qui peut être assez délétère. Donc là, vraiment se questionner sur vraiment qu'est-ce que les vacances vont pouvoir m'apporter. Est-ce que je vais avoir besoin de bien-être, de détente, de montagne, de mer? Qu'est-ce qu'il en est réellement de mes propres besoins? Souvent, lorsque l'on part en vacances, on a beaucoup d'attentes sur le bon déroulé de ces dernières. Est-ce que cela peut nuire à notre bien-être finalement durant ces congés? Effectivement, si on projette trop, c'est-à-dire que si on idéalise trop, on peut être déçu. Donc c'est bien de pouvoir projeter à minima,
en étant au jour le jour, mais pas dans une idéalisation des vacances. C'est comme ça qu'il peut y avoir vraiment de la déception, voire de la culpabilité. Vous parliez de se projeter pendant les vacances. Faut-il faire un programme ou un planning précis? Cela peut permettre de se détendre ou c'est clairement une erreur selon vous? Alors là, c'est une question de subjectivité. Pour certaines personnes, ça va les rassurer. Les personnes plutôt contrôlantes vont avoir besoin de se sécuriser en projetant, en planifiant. Mais pour d'autres personnes, au contraire, ça va complètement casser le côté lâcher prise. Donc là, il vaut mieux éviter. En fait, il faut vraiment essayer de se débarrasser des routines trop contraignantes et vraiment être dans l'instant, privilégier vraiment qu'est-ce qui nous fait du bien. Le plaisir. Plutôt le qualitatif plutôt que le quantitatif aussi. Selon votre œil de psychologue, on ne doit pas garder en vacances les mêmes habitudes. Je pense notamment aux heures de sommeil ou de repas. C'est le moment clairement de casser sa routine. Il faut pouvoir s'écouter. C'est vraiment le mot d'ordre. S'écouter. Si on a envie de prendre plus de temps pour traîner le matin au lit, il faut le faire. Vraiment, et sans culpabilité, encore, je reviens dessus, mais ça, c'est très important. Pour finir, quel est le grand conseil que vous donneriez pour que l'on puisse profiter au maximum de cette période de congé? Donc, c'est vraiment, je pense, se prioriser, s'écouter, bien identifier ses besoins, se centrer sur soi. Se centrer sur soi, c'est pas être égoïste, hein, c'est vraiment pouvoir réussir à se requinquer pour soi, mais aussi pour les autres. Vraiment s'écouter. Et vraiment le côté il faut, j'ai envie à bien distinguer. Se poser la question, est-ce qu'il faut ou est-ce que j'en ai envie? Et donc bannir plutôt le il faut et aller plutôt sur le j'ai envie, qui est beaucoup plus bénéfique. Merci beaucoup à vous Maïté Tranzère d'avoir été présente sur Monaco Info pour répondre à toutes nos questions pour finalement profiter au mieux de cette période de congé. Je vous en prie. Et pendant les vacances, beaucoup se munissent d'un bouquin pour les accompagner. Nous vous emmenons justement découvrir le dernier ouvrage de l'artiste monégasque aux multiples facettes, Patrice Wooly. Il jongle avec les terrains d'expression, BD, musique, cinéma. Il est ce que l'on appelle un touche-à-tout. Olivier Bonello et Patricia Navarro l'ont rencontré. Voici son portrait. Dans l'antre de Patrice Wooly, dans le quartier des Monéghetti, tout rappelle son âme d'artiste. Clavier, crayon, pinceau et d'innombrables ouvrages. Les bibliothèques y sont nombreuses et la bande dessinée très représentée. Je fais du dessin, je fais depuis tout petit. Du dessin, je suis passé à l'écriture. J'étais décorateur, éclairagiste. Et puis maintenant, je me diversifie. J'ai fait des courts-métrages. J'essaie de préparer un long-métrage. Voilà, oui, tous les arts sont frères, disait Voltaire. Voilà, donc j'aime bien tâter à tout. Sa dernière production est un roman dont le titre est un jeu de mots qui laisse déjà deviner les tourments secrets du personnage principal. Dans Je t'aime, Patrice Wooly raconte le quotidien d'un violeur qui va tomber amoureux de l'une de ses victimes. Le récit est dur, souvent cru. Je me mets dans la peau d'un violeur. Ça, c'est l'avantage d'avoir fait du théâtre pendant 15 ans. J'ai un peu cette faculté, entre guillemets, de me mettre à la place des personnages. Ce qui peut être assez fatigant et éprouvant. Parce que c'est pas évident de pouvoir écrire ça sans se poser la question. En gros, c'est moi qui ai écrit ça, quoi. Donc, mais ça n'a rien à voir avec ce que je suis, heureusement. Ça parle de viol. Moi, je peux le dire maintenant, j'ai été violé quand j'étais jeune, j'avais 18 ou 19 ans, c'est encore flou, par une femme, comme quoi ça arrive. Mais c'est ce qu'on appelle plus une agression sexuelle. Oui, j'ai été violé, mais une agression sexuelle, puisque j'aurais failli rester sur le carreau. Et petit à petit, de fil en aiguille, j'ai écrit ce roman. Et je me suis rendu compte, 1 an après, pourquoi j'avais écrit ce roman. C'était pas, je racontais pas mon histoire, mais c'était à cause de cette histoire que j'avais besoin de comprendre. Un roman comme un exutoire pour l'auteur. Le livre vient de paraître, mais déjà Patrice Wooly fourmille d'idées et de projets. Il écrit d'autres romans, dont l'un portera sur ses souvenirs de service militaire, un album de musique intitulé Freedom et 2 films, une comédie dramatique et un récit sur la guerre de 14-18. Un mot de basket avant de refermer ce journal avec le tournoi de qualification pré-olympique de la zone Afrique. Le monégasque Alpha Diallo y participe avec la Guinée. Et hier, lors de son tout premier match officiel, la Guinée s'est malheureusement inclinée face au Cameroun 74-104, malgré un Alpha Diallo en grande forme, 25 points, 9 rebonds, 9 passes et 4 interceptions. Prochain match pour le monégasque ce vendredi 18h contre la Tunisie.
Un coup d'œil sur vos prévisions météo avec Frédéric Elion. À quoi peut-on s'attendre pour la journée de jeudi ? Beau temps, Julia, même si quelques passages nuageux sont attendus sans que cela ne cache le soleil. Côté thermomètre, il fera 24 le matin et 31 l'après-midi. Jeudi 17 août, ce sera la Saint-Hyacinthe. Nous refermons ce journal avec les photographies de Manuel Vitali. Il a pu se rendre lui aussi à l'exposition Monet en pleine lumière dont on a recueilli les impressions des visiteurs tout à l'heure. Voici ce soir les plus beaux clichés réalisés au Grimaldi Forum. C'est la fin de votre 19h. Ne ratez pas demain une nouvelle édition de votre journal. Je vous dis de mon côté à très bientôt sur Monaco Info. Très belle soirée.